continue sous l'avion, avec encore des antennes. Et à cet endroit-là, mais c'est pas du tout représenté, doit se trouver la petite trappe qui permet de manœuvrer la porte cargo, justement. Il s'agit tout simplement d'un interrupteur et d'un levier qui est manœuvré par l'équipe au sol. Ici, on a un mât de drainage qui permet d'évacuer les liquides venant des lavabos du galet avant et des lavabos des toilettes avant. Évidemment, ce mât est chauffé de telle manière à ce que l'eau qui s'évacue et qui est pulvérisée ne se transforme pas en un gigantesque glaçon. Encore une antenne. Je pense qu'il s'agit de l'ADF, mais je ne vous le certifierai pas. Parce que, comme je vous l'ai dit, on n'a pas d'informations très précises sur ce qui se passe au niveau des antennes de l'avion dans les manuels que nous proposons. Nous nous trouvons maintenant sous l'avion avec deux entrées d'air, une ici et une ici, qui correspondent aux entrées d'air des packs, pack 2, pack 1. Vous pouvez voir que la forme de l'entrée d'air est très particulière. Elle correspond en fait à une forme un peu similaire à celle du profil de l'aile d'un Concorde. C'est ce qu'on appelle des profils NACA, et ils ont été déterminés de telle manière à pouvoir assurer une entrée d'air à haute vitesse proche du Mach, avec le minimum de traînée et un maximum de captation de l'air à cet endroit. Donc ici, il s'agit des entrées d'air ambiant qui vont être utilisées par les packs de conditionnement d'air qui vont servir à la pressurisation de l'avion. On vérifie que le beacon, d'une part, n'est pas allumé, parce que s'il était allumé, ça voudrait dire que les moteurs vont être soit mis en route, soit sont en fonctionnement. C'est d'ailleurs une indication pour le personnel au sol, lorsque le beacon rouge en bas au sommet du fuselage sont allumés. Le personnel au sol sait immédiatement que les moteurs sont en fonctionnement. On a deux trappes dont on vérifie la fermeture. Ce ne sont pas des trappes pressurisées, elles sont juste fermées par des loquets classiques. Ici, vous avez l'entrée d'air basse pression, sur laquelle on connecte un gros tuyau qui va servir soit au chauffage, soit à la climatisation de la cabine au cas où l'APU est éteint, les moteurs sont éteints, on n'aura plus d'air qui vient des packs. Donc forcément, si on a besoin, on peut brancher un gros tuyau sur cette entrée d'air et refroidir ou réchauffer l'air. On a également une autre entrée d'air, une autre trappe ici, qui sert au démarrage des moteurs si jamais l'APU n'est pas en fonction. Cette entrée d'air est, elle, pour la high pressure air, et c'est celle qui va permettre, si aucun des avions n'a démarré, qu'on a un problème d'APU, de démarrer un des deux réacteurs avec une entrée d'air haute pression, puisqu'il faut savoir que les démarreurs des réacteurs ne sont pas électriques, mais sont réalisés par des petites turbines qui sont mues par de l'air comprimé, qui sert à entraîner l'ensemble du compresseur et groupe de turbine du réacteur lors du démarrage. On a vérifié que tout ça est bien propre. La trappe ici, normalement, il y a une trappe qui ferme plus ou moins l'entrée d'air du pack qui est gérée de manière automatique. On vérifie qu'il n'y a pas d'obstacle à l'intérieur. Et on procède maintenant vers l'avant du carénage qui rattache l'aile au cockpit. On vérifie l'état du bord d'attaque intérieur de l'aile. Un problème de texture à cet endroit-là. Normalement, la partie métallique devrait venir plus droit, puisqu'en fait, cette partie-là est creuse et reçoit, lorsqu'on sélectionne le bouton Wing Anti-Ice, on va recevoir de l'air chaud qui vient prélever sur le moteur et qui va permettre de réchauffer le bord d'attaque pour éviter toute accumulation de glace. On procède ensuite vers le dessous de l'aile, et ici se trouve un élément qui n'est pas représenté sur FFA, mais qui est l'indicateur magnétique de niveau. Chaque réservoir est normalement géré par des capteurs internes qui vont permettre de déterminer la quantité de chacun des réservoirs. On a les réservoirs intérieurs de l'aile et plus loin les réservoirs extérieurs, plus un réservoir qui est situé ici, qui est le réservoir central. Et si jamais on a besoin de mesurer pour une raison ou pour une autre de manière manuelle
les quantités et les niveaux de chaque réservoir. On peut utiliser ce petit indicateur magnétique. À ce moment-là, on va demander à la maintenance de venir avec un escabeau, de dévisser cette petite tige, qui est en fait une tige qui est maintenue de manière magnétique, d'où son nom, à l'intérieur d'un autre tube qui lui-même est plongé dans le réservoir. Et au sommet de cette tige se trouve un flotteur. Donc tout simplement, quand on va dévisser cette fameuse tige, elle va dépasser de l'extérieur, descendre jusqu'à ce que le flotteur atteigne le sommet du réservoir. Comme cette tige est graduée, elle va tout simplement nous indiquer la quantité présente dans le réservoir. C'est une procédure que je n'ai jamais vue faire, mais c'est bon de savoir, et c'est assez précis, ça permet de recalibrer éventuellement les capteurs de carburant si nécessaire. Autre élément qui, de manière surprenante, parce que ça c'est quand même indispensable, n'est pas représenté sur le FFA. Il s'agit de la trappe de réglage des quantités carburant. C'est la première chose qu'on fait quand on va commencer un ravitaillement en carburant. On ouvre cette trappe et on règle de manière manuelle la quantité de carburant en tonnes qui est désirée pour chacun des réservoirs. Donc, si c'est fait de manière automatique, le système va gérer automatiquement la répartition dans les différents réservoirs, les ailes et le central, mais on peut également manœuvrer de manière manuelle chacune des vannes, de manière à s'assurer que la quantité est homogène. Il faut savoir que comme l'alimentation se fait la plupart du temps via une seule prise unique située sur le côté droit de l'aile, le carburant est pompé d'abord dans l'aile et ensuite va traverser tout l'avion pour aller alimenter les réservoirs situés à gauche. Donc souvent ça prend un peu plus de temps et au bout d'un moment, si jamais on ne fait pas attention, on peut se retrouver avec des différences de carburant supérieures à 500 ou 600 kg. Ce n'est pas extrêmement dommageable, mais si jamais on veut s'assurer que le carburant est réparti de manière homogène dans l'avion pour éviter qu'il soit plus lourd d'un côté que de l'autre, on peut éventuellement manœuvrer les valves dans la position souhaitée. Donc très surprenant que ça ne soit pas modélisé sur FFA parce que c'est un élément important dans la workaround. Ici se trouve la sortie du pack de conditionnement d'air, pour rappeler que quelque part par là on avait la prise d'entrée d'air NACA. Toute cette zone est occupée à l'intérieur de l'avion et du carénage par le pack de conditionnement d'air, et une partie de l'air qui a servi à faire tourner les turbines à l'intérieur est évacuée par cet endroit-là. C'est extrêmement bruyant lorsque les packs sont en fonction. Il faut savoir qu'ils sont alimentés entre autres par le bleed air. Le bruit est très fort. On se tourne ensuite vers le dessous de l'aile et on vérifie l'état du phare d'atterrissage. Ces phares d'atterrissage sont présentés ici en position rétractée. Lorsqu'on va manœuvrer le levier Landing Lights dans le cockpit, ils vont positionner parallèlement au sens de la marche, et évidemment ça va faire une traînée aérodynamique, et c'est d'ailleurs un des bruits les plus reconnaissables en vol lorsque l'équipage commence la descente, et normalement aux alentours de 10 000 pieds on allume les landing lights et normalement vous devriez avoir un petit bruit assez strident qui est un des premiers bruits indicateurs de l'arrivée à 10 000. On se tourne ensuite vers le train d'atterrissage et on va surtout vérifier l'état de ce petit vérin qui n'a l'air de rien, mais qui est le vérin principal de fermeture du train. Et oui, c'est juste ce tout petit vérin qui va initier la fermeture du train en cassant cette contrefiche en deux, et ce qui va ramener celle-ci vers l'intérieur et initier l'intégralité de la fermeture du train. Dans certains cas, lorsqu'il y a une maintenance ou que l'avion est stocké pendant une longue période, la maintenance peut avoir mis un capot de protection de sécurité qui consiste entre deux demi-coques rouges qui sont clipsées sur la partie
du vérin chromé et qui vont empêcher la rétraction accidentelle du vérin. Donc première chose qu'on fait, on vérifie que ces deux petits capots de sécurité n'ont pas été mis en place. Normalement, il y a une flamme rouge, remove before flight, qui doit y être attachée. Donc si jamais ce capot est présent, on va demander à la maintenance de l'enlever et de le positionner à l'intérieur du cockpit, puisque normalement chaque avion transporte avec lui ces fameux systèmes qui permettent de sécuriser l'avion. Tant qu'on est là, on vérifie l'intérieur de la trappe. C'est assez bien modélisé, les parcours sont cohérents, on voit à peu près les arrivées des différents circuits hydrauliques. Ça ressemble assez à ce qu'on peut voir sur le. Toute cette tuyauterie arrive en bas, évidemment sur la partie principale du train d'atterrissage. Ici, on a donc la partie émergée du vérin de l'amortisseur. On vérifie qu'il n'y a pas de traces d'huile éventuelle qui pourrait indiquer que les joints du piston sont endommagés et où on a eu un atterrissage dur, ce qui fait qu'il pourrait y avoir des fuites d'huile. Et on vérifie également les différentes arrivées des circuits hydrauliques. Donc vous savez que le circuit hydraulique sur l'Airbus est doublé, ce qui explique pourquoi on a deux arrivées hydrauliques. Et pour chaque mâchoire de frein qui se trouve ici et ici, on a deux pistons qui correspondent à chacun des circuits. Donc en temps normal, si un parking brake est mis en service, on ne devrait voir qu'un seul des pistons sortis. Là, c'est pas très bien modélisé. Normalement, un des deux pistons devrait être rentré et l'autre sorti. Autre point qu'on va vérifier, ce sont ces petites tiges noires qui dépassent ici et ici et qui sont tout simplement des indicateurs visuels d'usure. La partie grise que vous voyez ici correspond au disque en carbone. Il va donc tout simplement freiner chaque roue de manière individuelle. Les vérins vont appuyer sur le disque à travers une plaque métallique et le frottement va faire que la roue va ralentir. Au fur et à mesure que le disque va s'user, son épaisseur va diminuer et donc la petite tige qui est attachée sur la partie grise va reculer petit à petit jusqu'à atteindre cette petite boucle métallique qui est fixée sur l'étrier de frein. Lorsque la tige ne dépasse plus, ça veut dire que le disque est arrivé à la fin de sa vie de service et qu'il va falloir le changer. Donc, important de vérifier ces éléments. D'un coup d'œil, vous pouvez voir si le disque est bon ou pas. On vérifie rapidement également que les tuyauteries ne sont pas endommagées par un impact dû à l'atterrissage précédent. Bien évidemment, on va vérifier l'état des pneus, surface, les flancs des pneus, vérifier qu'il n'y a pas de craquelure ou qu'il n'y a pas d'endommagement de la bande de roulement. Et on passe également de ce côté-là, où on peut voir non seulement la jante qui est fixée par un nombre impressionnant de boulons. Ici, vous avez la jauge de remplissage en azote du pneu avec une protection thermique qui fait que si la température du pneu et ou du disque situé à proximité dépasse une certaine température, pour éviter que le pneu n'explose, la valve va se déclencher toute seule et le pneu va se dégonfler. Ici, vous avez quelque chose qui est en option sur les Airbus, que nous avons sur le nôtre et que la plupart des Airbus peuvent avoir. Il s'agit des ventilateurs de frein, les brake fans. Donc quand vous appuyez sur brake fan on, vous avez un énorme ventilateur qui se déclenche sur chaque roue. C'est très bruyant et c'est également assez dangereux pour le personnel au sol parce que comme vous le savez, il s'agit de freins en carbone, exactement de disques en carbone, et qui ont pour avantage d'avoir une très haute tenue à la température. Ils peuvent monter jusqu'à plus de 900 degrés sans se déformer et correctement assurer leur fonction de freinage. Par contre, il y a une petite usure à chaque freinage et il y a de la poussière de carbone qui peut être diffusée par les ventilateurs. Donc ce n'est pas recommandé à la fois pour le bruit, parce que c'est très bruyant avec un bruit assez aigu, et à la fois pour la santé du personnel au sol, d'utiliser les brake fans quand on est à l'arrêt, à l'escale. Ceci constitue la fin de la partie numéro 3.
À bientôt pour la partie 4.